Ici, la cendre et le diamant partagent le même four. L'astre qui pâlit au centre est une naine blanche, un cœur urbain de carbone et d'oxygène si densément tassé qu'une cuillerée à café y pèserait plus lourd que des montagnes, refroidissant vers un avenir tranquille où son cœur se cristallise lentement en un réseau aussi rigide qu'une pierre précieuse. Autour d'elle orbite un tore filiforme de poussière, un anneau si mince qu'on pourrait le prendre pour une rayure dans l'espace, et pourtant chaque grain qui s'y trouve se souvient de la violence. Longtemps après que cette étoile a abandonné son manteau de géante rouge et exhalé sa nébuleuse, la gravité réarrangée du système a bousculé les roches survivantes et les corps glacés sur des trajectoires instables. Un par un, ils ont erré trop près, franchissant la ligne de non-retour des marées, où des mondes pierreux et des fragments de nickel-fer furent tirés en une farine scintillante. Les collisions ont broyé les blocs en galets, les galets en sable, le sable en poudre, la lumière solaire a tiré cette poudre vers l'intérieur, grain par la traînée de Poynting Robertson, et un gaz magnétisé, né de copeaux en évaporation, a tressé l'écoulement en un anneau discipliné, presque aussi mince qu'une lame. Le spectre de la naine trahit le festin, des traces de calcium, de fer, d'oxygène, de silicium empreintes digitales de planètes brisées suintent dans son atmosphère pour ne durer que quelques jours avant de sombrer, leur présence signifie donc que des miettes fraîches arrivent sans cesse. À l'intérieur de l'anneau, la circulation ne s'arrête jamais. Les débris orbitent à des dizaines de kilomètres par seconde, confinés dans un plan par d'innombrables chocs doux qui rabotent le mouvement vertical. Des strates de température se superposent comme des isothermes sur une carte, la poussière la plus interne se sublime à quelques milliers de Kelvin, laissant un vide net. Un peu plus loin, les silicates luisent dans le moyen infrarouge, au-delà, des composés organiques plus sombres persistent, faiblement liés jusqu'à ce que le rayonnement les érode. Dans cette ceinture plus froide, des îlots de gravats un peu plus denses labourent le disque comme des chasse-neige, accrétant les fines en doux embryons. Ce n'est qu'un paradoxe poétique, une planète née après la mort de l'ancienne famille de son soleil. La chimie de l'anneau farine de roche, écharde métallique, givre volatile importé par des comètes offre une recette différente de la première génération. Avec le moment cinétique fourni par le tore et un refroidissement aidé par le rayonnement de la chaleur dans le noir, les grumeaux peuvent croître, surtout là où le gaz arraché par pulvérisation au grain chaud fournit une douce traînée qui guide la poussière vers des tourbillons. Si la graine survit au trafic et résiste aux marées de la naine, elle peut s'arrondir, devenir un petit monde à la peau de basalte vitrifié et au noyau moucheté d'inclusions brillantes comme du diamant, héritier d'une lignée ruinée. La comète rare de ce tableau, au reflet verdâtre et à la chevelure vaporeuse, est une messagère des archives profondes. La perte de masse durant la phase géante a dilué la gravité centrale, gonflant toutes les orbites, les résonances ont dérivé, des compagnons lointains, s'il y en avait, ont vrillé les trajectoires par des cycles de Kozé-Elidov qui ont propulsé l'excentricité vers les sommets. Des corps glacés qui sommeillaient autrefois dans des réservoirs lointains sont tombés vers l'intérieur sur des pistes effilées, tangentes, s'enflammant brièvement près du périastre lorsque la lumière libérait cyanogènes et radicaux carbonés. Certains se briseront et se fondront dans l'anneau, d'autres frôleront le tore et s'échapperont, leur queue écrivant brièvement l'histoire nouvelle du système en vapeur et en poussière. Même les fuyards font leur part, chaque passage perturbe l'anneau, excitant de petites inclinaisons et excentricités que le frottement du disque aplanira plus tard, transformant encore et encore le chaos en ordre. Au-dessus de tout s'arc l'artère étoilée que nous habitons, la spirale domestique qui cartographie nos nuits. Dans une direction elle ressemble à une pâle rivière versée sur l'obscurité, dans une autre à l'épine dorsale allongée d'une métropole barrée tournant autour d'une dynamo cachée. À l'œil c'est une écharpe lactée, à la radio, un treillis de filaments d'hydrogène, en infrarouge, une tresse tiède de bandes de poussière, au regard haute énergie, une neige d'éclats de supernova. Appelez-la l'univers île de nos ancêtres, le disque natal, le boulevard galactique et ses multiples noms ne sont que des facettes d'une même roulante, le grand arrière-plan sur lequel se joue ce drame intime. La relique centrale, quoique modeste par la taille, est un conservatoire de physique. La pression de dégénérescence électronique la soutient, ce sont les nombres, non les températures, qui décident si elle tient. Avec une masse en deçà de la limite de Chandrasekhar, elle sommeille, refroidissant à mesure que les photons et, finalement, les neutrinos emportent les derniers restes de chaleur de la géante rouge. Au profond, les ions se pressent si près qu'avec l'âge ils s'ordonnent en cristal, la chaleur latente de la solidification interrompt brièvement le refroidissement, version stellaire d'un palier de changement de phase. L'astérosismologie entend cette structure comme de minuscules scintillements réguliers, tandis que les mesures infrarouges lisent la tiédeur de l'anneau pour estimer le budget de poussière, et que les spectres optiques comptent les métaux qui tombent comme des confettis d'un banquet de mondes brisés.
Parfois l'anneau lui-même devient gazeux lorsque les collisions vaporisent la roche, alors les triplets du calcium chuchotent depuis un ruban keplérien incandescent, permettant aux observateurs de peser l'orbite aussi sûrement qu'un joaillier pèse une gemme. La dynamique écrit l'avenir au crayon. Si un survivant distant, disons un reliquat de masse neptunienne ou un compagnon nain brun incline le système par sa gravité lointaine, l'anneau peut se gauchir, précesser et s'épaissir, nourrissant la naine par à-coups comme un battement de cœur. Si des champs magnétiques enfilent le gaz, la turbulence magnéto-rotationnelle peut agiter le tore et hâter sa dérive. Si un planétoïde en formation pousse suffisamment, il creuse un sillage, ouvre une lacune festonnée et vole du moment angulaire à l'anneau aussi sûrement qu'un satellite berger sculpte les bords de Saturne. Rien n'est garanti, certains systèmes se broieront jusqu'à s'éteindre, d'autres se stabiliseront en ceinture joaillée, et quelques heureux sculpteront des mondes de seconde génération sombres, vitreux, riches en métaux, sous un ciel éclairé par un petit soleil blanc qui ne se couche jamais très loin de l'horizon. Ici, tout est conséquence mais conséquence ne signifie pas fin. Les vents de géantes rouges qui ont autrefois décapé le système ont laissé des éléments traces cuits dans la poussière, la nébuleuse planétaire qui avait un instant fleuri autour de l'étoile s'est dispersée dans le grand disque de notre cité stellaire, la naine se refroidit, atome par atome, plan de cristal après plan. Pourtant l'anneau continue de se trier, et l'embryon continue de siroter la fine poudre qui dérive, et la comète rare continue d'écrire sa ponctuation verte sur la scène. Dans 1 milliard d'années, le cœur de la naine sera plus diamant que fluide, et l'anneau se sera aminci ou aura été renouvelé par de nouvelles chutes, le petit monde aura peut-être mûri en sphère dense au murmure magnétique et à la surface gravée par la pluie de micrométéorites. S'il s'y trouve un auditeur, un instrument, un œil, un bref visiteur venu d'un autre système reconquis, et il découvrira un ordre calme mais subtil, un joyau au centre, une mémoire pour ciel, une rivière d'étoiles que l'on peut appeler la Voie lactée, l'avenue barrée, la tresse stellaire, et, sous elle, l'industrie patiente de la poussière qui réapprend à devenir planète. Les marées accomplissent l'essentiel de la sculpture. Un fragment qui franchit la limite de roche de la naine est saisi, étiré, déroulé en un train d'éclats qui défile sur la même orbite comme des perles. Les collisions mutuelles poncent ces éclats en poussière et en vapeur, la vapeur la plus chaude fluoresce, traçant des raies spectrales à double pic qui suivent les vitesses keplériennes de l'anneau avec la précision d'un sismographe. La gravité décante tout atome lourd qui s'aventure dans la surface de la naine en quelques jours à quelques semaines dans une enveloppe d'hydrogène, plus longtemps dans une enveloppe d'hélium. Les métaux persistants du spectre ne sont donc pas des fossiles, mais une pluie fraîche. Le taux d'accrétion vacille à mesure que l'anneau nourrit par pulsation des mois calmes, puis une flambée, chaque épisode étant une petite année météoritique pour une étoile qui a déjà survécu à sa jeunesse solaire. Le rayonnement tient la lente comptabilité. La traînée de Poynting-Robertson subtilise un souffle de moment à chaque grain, faisant décroître les orbites circulaires avec le temps, tandis que l'effet Yarkovsky, né du contraste jour-nuit sur des cailloux en rotation, pousse les plus gros fragments radialement comme des rames invisibles. Plus loin, où le tore se refroidit à quelques centaines de Kelvin, les glaces survivent et les organiques se cachent à l'ombre des gravats. Plus près, les silicates luisent doucement vers 1 millier de Kelvin jusqu'à ce que la sublimation les taille, sculptant un bord interne net comme tourné autour. Entre ces zones, des remous et des surpressions rassemblent la poudre en croissant, les tourbillons agissent comme des tamis cosmiques, piégeant la poussière et l'amenant vers toute graine solide capable de garder sa forme contre les marées. De temps à autre, l'anneau trahit un corps plus grand. Un creux peu profond et de forme étrange dans la lumière de la naine suggère un planétoïde en désintégration traînant une queue poussiéreuse. Des creux successifs glissent dans le temps à mesure que les fragments se reforment, comme une flotte en migration qui perd des navires par attrition. Si un survivant atteint des dizaines ou des centaines de kilomètres, il peut ouvrir une lacune vaporeuse et regrouper la poussière adjacente en arcs plus brillants. Le gaz libéré par des micro-impacts à grande vitesse ajoute juste assez de traînée pour resserrer la spirale de la chute, tandis que de faibles champs magnétiques enfilent la fraction ionisée et soulèvent un léger grondement de turbulence qui maintient le tore mince mais vivant. La chimie raconte sa propre biographie, rapport magnésium-fer, calcium-silicium, oxygène en excès par rapport à la stéchiométrie des roches, autant d'empreintes de cœur, de manteaux et de croûtes qui appartenaient jadis à des mondes différenciés. L'étoile compacte demeure un atelier de matière condensée. Au fond, les ions se verrouillent en réseau cristallin à mesure que le budget d'énergie s'épuise, libérant une chaleur latente qui suspend brièvement la longue extinction. Les couches externes conduisent si bien la chaleur que la naine se refroidit presque isothermement à travers son minuscule rayon. Des tremblements astérosismiques d'infimes pulsations de brillance à la régularité d'horloge révèlent des couches stratifiées d'hélium au-dessus du carbone et de l'oxygène. Chez certaines aïeules, un givre d'hydrogène se dépose comme une gelée blanche sur le verre.
les cousines magnétiques arborent des champs capables d'arracher une carte de crédit à des milliers de kilomètres. Si notre relique est de celle-là, un bourdonnement cyclotronique pourrait fuir du gaz le plus interne, et l'accrétion arriver en rideaux étroits, peignant les pôles d'une lueur douce en rayons X. Les comètes restent les archivistes. Leur vert provient du Soleil qui déchire chaînes carbonées et cyanogènes, une aurore chimique qui flambe au périastre et s'efface à l'invisible sur la branche montante. Chaque visite est une tape gravitationnelle sur l'anneau, un métronome à peine audible qui, sur des millénaires, peut gauchir le tord ou l'incliner d'1 degré, suffisant pour que la précession balaie la ligne des nœuds comme une trotteuse lente. Si un compagnon lointain peut être une Neptune froide, peut être une étoile avortée rôde au loin, sa traction séculaire peut gonfler les excentricités et alimenter l'atelier intérieur pendant des éons. Le système devient une boucle de rétroaction, les réservoirs externes livrent des messagers glacés, les messagers perturbent l'anneau nourrit la naine, le spectre pollué de la naine nous donne le menu en temps réel. Depuis notre promontoire sous la grande rivière d'étoiles, l'épine dorsale de la spirale locale encadre la scène. Le disque natal, l'échine barrée, la chaussée lumineuse nous le renommons à mesure que nos instruments changent de bande, révélant de nouvelles architectures dans le même ciel, veines moléculaires à la radio, broderie rouge en hydrogène alpha, poussière tiède en moyen infrarouge, étincelle dure de vestiges en rayons X. Sur cette rotation paisible, ce minuscule atelier brûle surtout en données plutôt qu'en lumière, excès infrarouges qui trahissent une poussière chaude, triplée du calcium séparé par la vitesse orbitale, entaille ultraviolette où l'accrétion lèche l'atmosphère. Les télescopes se relaient pour regarder ces signatures changer, car ici le changement et l'intrigue, non une note de bas de page. Ce qui croit dans l'anneau n'est pas le jumeau des anciens mondes. Les planètes de première génération se sont formées dans un brouillard protoplanétaire infusé du mélange natal de l'étoile, ce second jet est porté sur les métaux, riche en roches, pauvre en volatiles, relevé d'organique étrange importé par des comètes tardives. L'enfant mûr du Thor pourrait finir avec un cœur à haute densité, une mince croûte basaltique et une atmosphère pas plus épaisse que la patience d'un scientifique. Peut-être que des raies de sodium et de potassium clignotent à la lumière de l'étoile quand le monde transite, peut-être que l'atmosphère a disparu et que le soulèvement électrostatique expédie une fine poussière dans une exosphère ténue. Les micrométéorites piqueraient la surface de sphérules de verre, sans la douce tiédeur d'une grande étoile parente, les jours flamberaient et les nuits rayonneraient la chaleur dans une voûte noire de congélateur. Ce serait une sphère austère et robuste, un souvenir taillé dans la catastrophe. Le temps s'étire longtemps après que le drame s'est tu. La relique se refroidit à travers les âges, son cœur se durcissant en une véritable gemme de matière dégénérée, l'anneau s'amincit, réalimenté par des chutes occasionnelles ou effacé par une ultime vague d'épuration, l'approvisionnement en comètes s'étiole à mesure que les réservoirs s'épuisent ou gèlent au-delà de toute perturbation. À des échelles si vastes que les calendriers n'ont plus de sens, même l'étoile compacte s'éteindra, naine noire au souvenir enfoui de chaleur. La théorie murmure d'éventuelles étincelles pycnonucléaires au profond de tels objets, mais ces feux d'artifice gisent au-delà de tout horizon pratique. Plus près de nous se trouve l'observable, l'atelier présent où la poussière réapprend à devenir pierre. Lire ce lieu, c'est lire un processus. La dynamique trace les lignes, la thermodynamique les colore, la spectroscopie fournit le dictionnaire. On mesure un faible creux et l'on infère un éclat, on attrape une raie métallique et l'on reconstruit un continent, on compte des photons dans l'infrarouge et l'on pèse un anneau que l'on ne peut toucher. Et il reste de la place pour la surprise, une flambée soudaine et asymétrique peut trahir une disruption fraîche, une période de précession peut ne pas coller à nos modèles, un nouveau transit peut esquisser l'ombre d'un corps assez grand pour subsister. Dans la lueur de notre propre boulevard galactique, dans la rotation patiente du bras local, l'après-coup continue d'inventer. La cendre devient graine, la graine devient pierre, la pierre hérite d'un ciel où un petit soleil blanc découpe un midi permanent, et la longue mémoire d'un système s'écrit en un petit monde durable. Si nous pouvions nous tenir sur ce nouveau petit monde et regarder vers le soleil, la Bresse centrale serait petite mais farouche, sa lumière légèrement rougie non par la poussière mais par la gravité elle-même. Les photons s'extraient d'une gravité de surface 100 000 fois terrestre, leur longueur d'onde s'étire, un discret décalage gravitationnel vers le rouge qu'un spectrographe pèse comme sur une balance. L'attraction de la naine dicte aussi le paysage, l'horizon est court, les vitesses d'échappement énormes, et toute falaise garde mémoire des marées. Chaque orbite du germe est une négociation entre résistance à l'attraction et cisaillement, sous la croûte, les grains se broient et se compactent, libérant une chaleur en micro-séisme qui aide à friter le gravat en roche. Là où les orbites se croisent, des nappes lentes de galets tombent comme une pluie grise, fusionnant un régolithe dont les billes vitrées conservent l'histoire de chaque impact en rides figées. L'assemblage minéralogique de l'anneau est lisible si l'on connaît l'alphabet. En deçà de 10 microns,
les bandes des silicates dessinent olivine et pyroxène, plus loin, des signatures carbonées révèlent des manteaux fuligineux sur les grains, de faibles épaules trahissent des oxydes métalliques rasés d'anciens noyaux. Quand des fragments se frôlent à des vitesses de kilomètres par seconde, la friction flash en vapeur, et les raies d'émission de cette vapeur gravent un code-barre de température et de densité. Des spectres moyens infrarouges pris par un observatoire froid peuvent démêler le mélange, nous disant si la poussière a commencé sa vie dans un manteau, une croûte, un noyau, si l'eau a un jour filé les veines du corps parent, si des roches riches en carbone rares à la première génération, sont désormais communes dans cette pouponnière portée sur les métaux. La géométrie compte autant que la chimie. Le thor n'est pas un cerceau parfait, des ombres venues d'amas internes balaient la ceinture externe, dessinant des cartes de température qui ressemblent aux rayons d'une roulante. Là où l'ombre refroidit la poussière, le gaz condense et la pression fléchit, et les grains dérivent vers l'intérieur pour s'empiler au bord de la pénombre. Cette rétroaction engendre des arcs, les arcs favorisent des tourbillons, les tourbillons nourrissent des embryons. Si un grumeau devient trapu, il cisaille une rainure peu profonde et amoncelle la poussière à ses bords en croissants lumineux qui tournent avec lui, faisant le berger comme une petite lune au bord d'un anneau planétaire. La scène est miniature, mesurée en rayons solaires plutôt qu'en unités astronomiques, mais la chorégraphie rime avec les versions géantes autour des jeunes soleils. L'étoile compacte ajoute quelques tours de main. Des champs magnétiques, même modestes, peuvent scinder des raies spectrales en triplet serré, nous permettant de lire le magnétisme de loin et d'imaginer où le gaz accrété s'engouffre le long d'arcs de lignes de champ. Si le champ est fort, la matière ne tombe pas de façon uniforme, elle arrive en rideau qui allume les pôles, et la rotation module cette lueur comme un phare. À la surface, les métaux tout juste tombés commencent à couler, dans des atmosphères d'hydrogène ils disparaissent en quelques jours, dans l'hélium ils durent davantage, mais l'horloge tourne toujours. Voilà pourquoi un spectre riche en métaux est un flux en direct, non une archive. Pour saisir le changement, des moniteurs grands champs guettent des obscurcissements transitoires, des trains de fragments poussiéreux qui traversent la braise, des courbes de lumière au bord dentelé qui dérivent d'orbite en orbite à mesure que le cortège s'étale et s'épuise. L'architecture externe, floue et austère, continue d'alimenter l'atelier intérieur. Un compagnon lointain incliné peut gonfler les excentricités par des tirages séculaires lents, les marées gravitationnelles qui en résultent chauffent certains intrus, réveillent le dégazage et les aident à se moudre en le gravier qui maintient l'anneau vivant. Dans les régions plus froides, les comètes dorment avec des volatiles étiquetés enfermés dans une glace amorphe, une poussée, une résonance, une bascule de Kozé-Lidov, et elles tombent vers le soleil, flambent au périastre, puis s'échappent ou rejoignent la cendre. Leur chimie est un assortiment d'épices, chênes carbonés, nitrile, sulfure, rares grains aux isotopes présolaires, tout cela se mêle à la recette de l'anneau, rendant la seconde génération distincte de la première. À des échelles de temps qui se moquent de nos calendriers, la comptabilité de l'anneau s'équilibre. L'afflux des disruptions et des comètes rivalise avec l'écoulement vers la naine et avec la consolidation en germe. Si l'accrétion l'emporte, le thor s'amincit et le spectre de la naine s'éclaircit, si l'approvisionnement persiste, les métaux restent visibles et l'excès infrarouge demeure. Si les germes accrètent plus vite qu'ils ne sont érodés, le disque développe une famille de petits mondes partageant des résonances d'orbite, certains en danse en fer à cheval, d'autres en arc troyen, d'autres condamnés à spiraler vers l'intérieur tandis que la traînée grignote leur moment. Quelques-uns survivront assez pour se différencier, les éléments légers montant, les lourds coulant, laissant une peau basaltique qui se lit comme une inscription sous un soleil haut. Dans le ciel, la grande arche nocturne cadre le théâtre. La rivière d'étoiles, la spirale natale, l'échine barrée, la chaussée lactée, renommez-la à votre guise, file au-dessus comme une boussole qui ne se couche jamais. Ses propres bandes de poussière enseignent l'humilité, nous lisons cet unique anneau saint de Bresse parce que nos instruments ont appris de la poussière partout ailleurs. Les cartes radio nous ont appris à voir les nuages moléculaires, les relevés infrarouges nous ont entraînés à peser les grains tièdes, les veilleurs du temps nous ont formés à la patience. Sur ce cursus, cette petite salle de classe brille, un spectre métallique est un aveu, une raie d'émission à double pic est une orbite tracée à l'encre, une courbe de lumière bancale est une roche qui se tousse en vapeur. Il y a une philosophie cachée dans la mécanique. La catastrophe, médiée par la traînée et la gravité, devient ordre, les ruines deviennent matière première, la matière première devient structure, la structure se souvient de son origine dans les rapports nickel-fer, magnésium-silicium, et l'excès d'oxygène au-delà de la stéchiométrie des roches. Même après que l'étoile compacte s'est refroidie et que son cœur est devenu une gemme véritable d'ions carbone verrouillé dans un cristal qui pourrait survivre aux empires, l'atelier peut continuer si les réserves externes ont encore de quoi envoyer. Sinon, le vide est aussi une phase,
et les monts de germes restants tourneront dans un silence si profond que seule la pluie de micrométéores et la rumeur des marées le troublent. Et pourtant, silence ne veut pas dire inertie. Les forces électrostatiques soulèvent de la poussière micronique au terminateur du petit monde, tissant un voile ténu qui se lève et retombe avec la courte journée, des grains chargés dansent dans des champs tachetés, peignant des aurores fantômes contre un midi noir. Les tempêtes solaires ont disparu, demeurent les sursauts compacts de la naine, brefs et durs, qui sculptent les grains supérieurs et laissent des patines chimiques qu'un laboratoire saurait lire grain par grain. Certaines nuits, et si la notion de nuit a un sens sous un petit soleil vif, l'anneau conspirera à projeter une ombre au tranchant de couteau sur les plaines du Mondelais, et la marche de cette ombre sera le temps lui-même, écrit dans le froid. De loin, nos instruments continueront de traduire la lumière en récit. Un télescope futur détectera un nouveau creux, une raie fraîche, un excès plus chaud qu'hier, et nous réviserons le schéma, déplacer un amas ici, ajouter une graine là, ajuster la fraction de gaz, allonger la précession. Ce qui commence comme cendre est désormais un grand livre que l'on peut lire. Ce qui commence comme diamant est une horloge. Au-dessus, le boulevard stellaire de notre disque natal tourne sans hâte, et dans sa pâle lueur un petit système poursuit le patient travail de devenir. Un futur cartographe des gravats croquerait les orbites comme des cordes de violon, chacune accordée par la gravité et tendue par la traînée. Près de la braise, les lignes se serrent en période de quelques minutes, plus loin, les portées s'écartent vers des heures, une partition écrite de la main de Kepler. Dans ces mesures, la cascade collisionnelle bourdonne, les gros morceaux se fracturent, les moyens s'ébrèchent, les petits se vaporisent, et la vapeur se refroidit en gaz qui épaissit brièvement l'anneau puis pleut vers l'intérieur. Là où des pics de pression se forment nés de chocs doux, de creux de température ombrés ou d'amas poussés par le magnétisme, des barrages de poussière se construisent et se déversent, et chaque déversoir est une expérience d'arithmétique des planétésimaux. Ajoutez un soupçon de gaz, soustrayez un peu de turbulence, multipliez par 1000 orbites, et une graine soit survit, soit se dissout de nouveau dans la dérive générale. Ce que les courbes de lumière appellent des creux, l'anneau l'appelle météo. Un fragment passe devant la naine et l'éclat stellaire s'affaiblit selon une forme qui vous parle de la queue du fragment, de sa porosité, de sa rotation. Une sortie déchiquetée dit agglomération, une entrée lente dit coma poussiéreuse, une période qui dérive dit que le morceau perd de la masse, son orbite se resserrant sous l'action conjointe de la lumière et des marées. Empilé des mois de ces creux et une carte émerge, un convoi de miettes d'un bloc-mer, un gauchissement qui précesse comme un cerceau, un corps berger qu'aucun instrument ne voit directement mais dont le sillage est incontestable. C'est la photométrie de transit en miniature, et elle fonctionne parce que l'atelier est compact et que l'horloge tourne vite. La chimie transforme la lumière stellaire en grand livre. Les raies H et K du calcium, le magnésium à 4481A, des forêts de fer dans le bleu, chacune 10 roches, non gaz primordial. Un excès d'oxygène au-delà de ce que les silicates peuvent contenir suggère une eau passée, peut-être jadis enfermée dans des minéraux hydratés cuits lors de la disruption. Le nickel et le chrome chuchotent noyau, l'aluminium et le calcium chantent croûte, le manganèse, le vanadium et le zinc, s'il est jamais possible de les isoler, raffinerait l'histoire, des grandes aires jusqu'aux provinces précises du parent brisé. Aucun de ces atomes ne s'attarde, ils plongent sous la photosphère sur des temps assez courts pour qu'un spectre riche en métaux soit un aveu au présent. Suivez-le de semaine en semaine et vous verrez le menu changer. Les sautes d'humeur magnétique ajoutent leur signature. Si le champ de l'étoile compacte se mesure en dizaines à centaines de mégagauss, l'écoulement d'accrétion peut ne pas former de gracieuses couches limites, il s'accroche aux lignes de champ et arrive en rideau qui tourne avec l'étoile. Des harmoniques cyclotroniques meurtrissent le spectre dans l'infrarouge ou l'optique, peu profondes mais rythmiquement espacées, empreintes à la fois de l'intensité du champ et de l'angle de visée. Même un champ plus doux compte, des nanograins chargés sentent les forces de Lorentz et s'échappent du plan médian, pour être vite rappelés par les collisions à un gonflement continuel qui garde le tore mince sans être rasoir plat. Le résultat n'est pas un anneau statique mais un anneau qui respire, son épaisseur montant et descendant au gré de la météo magnétique. Le nouveau Mondelais est une leçon de compromis. Trop petit, et le soulèvement électrostatique lui vole ses poussières fines plus vite que la gravité ne peut les reprendre, trop grand, et les marées commencent à ronger sa forme à chaque passage au périastre. Sa surface cuit sur la face diurne et rayonne dur sur la face nocturne, un cycle qui provoque une fracturation thermique. La roche se desquame en ruban, exposant de nouveaux minéraux à la mitraille des micro-impacts. Si l'objet se différencie, des filaments de fer s'enfoncent en entraînant avec eux les éléments sidérophiles, laissant une peau silicatée criblée d'éclaboussures vitrifiées. Avec un peu de chance, il se dote d'une magnétisation rémanente faible, issue d'un métal en refroidissement ou de champ généré par impact, avec davantage de chance,
une exosphère à l'état de traces de sodium et de potassium borde le limbe pendant les transits, un script ténu que nous pourrions un jour déchiffrer. Au-delà de l'anneau, l'architecture de l'ancien système persiste comme des os. Un compagnon lointain, planétaire ou sous-stellaire peut torquer l'ensemble interne, échangeant lentement inclinaison contre excentricité en cycle qui s'étire du siècle au millénaire. Chaque fois que l'excentricité culmine, le périastre plonge, chaque plongée risque la disruption et le réapprovisionnement. Dans les greniers froids du réservoir externe, les comètes sommeillent sous une isolation noire, une dérive de résonance, une étoile de passage ou la lente traction de la marée galactique dans notre disque natal, appelez-la la route des étoiles, l'avenue Barré, la cité-île en pousse quelques-unes vers l'intérieur. Certaines frôlent l'anneau et poursuivent leur route, d'autres se fendent et livrent leurs cendres, quelques-unes heurtent des germes et les nourrissent ou les brisent à nouveau pour les renvoyer dans le fond commun de débris. L'observation est une chorégraphie entre instruments et patience. Des sentinelles grands champs saisissent creux et microflares, des spectrographes à haute dispersion pèsent la pluie métallique, des yeux moyens infrarouges totalisent la tiédeur de la poussière, des moniteurs ultraviolets traquent les entailles d'accrétion à la photosphère. L'astérosismologie, quand elle est possible, sonde l'intérieur de la naine comme au sonar, comptant les couches d'hélium au-dessus du carbone et de l'oxygène, mesurant la cristallisation lente qui libère une chaleur latente et suspend la longue extinction. Couser ces données en une chronologie et le système passe de la carte postale au journal intime, une flambée qui coïncide avec un pic de calcium, un nouveau creux qui correspond à l'éclaircissement du ruban de gaz, un battement de précession qui s'accorde avec la traction d'un compagnon caché. Même les limites sont éloquentes. Un spectre net, sans métaux, après une longue ère polluée, dit que le convoyeur s'est arrêté. Aucun fragment frais ne franchit la limite de roche, aucune comète nouvelle n'est livrée. Un excès infrarouge qui décroît signale que l'anneau s'amincit plus vite qu'il n'est nourri. À l'inverse, une floraison soudaine de métaux sans éclaircissement de la poussière peut trahir une disruption surtout gazeuse, un intrus riche en carbone, peut-être, ou un petit rocher rapide pulvérisé en vapeur avant de pouvoir rejoindre les grains. L'atelier accepte bien des intrants pour n'offrir qu'une poignée de sortants mesurables, l'inférence est l'art d'associer cause et signature sans promettre plus qu'on ne sait. Sur un horizon de millions à milliards d'années, l'intrigue s'arque vers l'austérité. Le cœur de l'astre compact gèle en une véritable gemme ion de carbone et d'oxygène verrouillé dans un réseau cristallin dont la chaleur latente s'est depuis longtemps échappée. L'anneau, à moins qu'un réservoir externe ne continue d'expédier des cargaisons, décroît en arcs épars puis en silence. Les germes survivants peuvent se caler en résonance et se tenir compagnie autour d'un soleil pas plus grand qu'une planète, avec un jour lumineux mais étroit et un ciel découpé en quartiers par l'ombre de l'anneau quand la géométrie s'aligne. Quiconque visiterait le robot, voyageur biologique ou simple éclat de passage trouverait un musée du processus, vernis d'éclaboussures vitrifiées, régolithes triés par électrostatique, fines cicatrices magnétiques et rythmes fossiles des marées inscrits dans des basaltes faillés. Et pourtant, le grand fond de scène ne s'efface pas. La spirale locale, notre voie lumineuse, glisse au-dessus avec une grâce nonchalante, en radio, des fils d'hydrogène froid, en infrarouge, des tresses de poussière tiède, en optique, le lait pâle de milliards de soleils, en rayons X, la lueur résiduelle d'anciennes détonations. Contre cette cathédrale de la répétition, ce drame de poche est intime et précis. La cendre devient ingrédient, l'ingrédient devient germe, le germe devient pierre, et la pierre devient chronique sous un petit soleil fixe. Le diamant central tient l'heure, l'anneau corrige sa propre copie à chaque collision, la galaxie maison appelez-la la rivière d'étoiles, la métropole barrée, le boulevard céleste fournit marées et lointains coups d'épaule qui, au fil des airs, maintiennent l'atelier dans la discipline. Ici, la création n'est pas un acte unique mais une habitude, une longue, patiente habitude de la matière apprenant à se tenir ensemble. Des instruments observant en lumière polarisée verraient l'anneau non comme une simple tiédeur mais comme une texture, à la façon dont les photons diffusés alignent leurs champs électriques en rebondissant sur des grains d'une taille donnée. La courbe de phase, la montée et la chute de la polarisation avec l'angle de visée tracerait la distribution de taille de grains plus honnêtement que la seule brillance. Ajoutez des courbes de phase thermique, le léger flux et reflux du rayonnement infrarouge quand des amas tournent dans et hors du champ et le tor devient un zoétrope lent, des pics marquant des nœuds plus chauds et plus denses, des creux révélant des brèches plus fraîches. Lors de rares alignements, surviennent des événements mutuels, un embryon occulte brièvement un segment de gaz brillant, le gaz projette à son tour une ombre au fil du rasoir sur le limbe du Mondelet et ces croisements permettent de déterminer des échelles absolues, pas seulement relatives. Même la couleur de la poussière à la lumière stellaire est un diagnostic, une diffusion plus bleue trahit des silicates submicroniques, une teinte plate implique de plus gros galets, une pente rouge indique que des organiques ont gainé les grains d'une peau carbonée.
Les laboratoires terrestres connaissent une part de cette histoire par le toucher. En chambre à vide, des simulants rocheux pulvérisés en vapeur se recondensent en sphérules vitrées dont les textures trahissent les vitesses de refroidissement, des olivines flash chauffées se recondensent en mousse ou en billes selon la pression et les noyaux de germes. La photophorèse pousse des grains chauds-froids comme un minuscule moteur pousse une voile. Ces recettes de microphysique se cartographient proprement sur l'anneau, quand les collisions s'emballent dans la ceinture interne, la vapeur trempe en perles semblables à des condres qui rayonnent autrement que des éclats fracturés, modifiant l'émissivité du disque sur des échelles aussi courtes que quelques orbites. Les charges électrostatiques pendant les impacts tissent des agrégats finement ajourés qui paraissent fragiles mais survivent en microgravité jusqu'à ce qu'un choc un peu plus dur les compacte en galets plus robustes. Chaque voie laisse un accent spectral, ensemble, elles écrivent une histoire des matériaux pour un monde qui tente de se réassembler bille après bille. La gravité de l'astre compact édite chaque tentative de croissance. La limite de roche classique pour la roche se situe non loin au-dessus de la surface de la naine en distance absolue, mais loin en énergie orbitale, à l'intérieur, les tas de gravats ne tiennent pas leur forme, à moins que leur résistance interne ne surpasse les marées. Voilà pourquoi tant de fragments arrivent en train plutôt qu'en monolithe, et pourquoi les germes qui réussissent orbitent juste au-delà du pire cisaillement, là où un compromis entre cohésion et traînée devient possible. Les périodes orbitales y vont de dizaines de minutes à quelques heures, assez rapides pour que la précession et la régression nodale se faufilent sur des calendriers humains plutôt que géologiques. Mesurez les doubles pics d'une raie d'émission du calcium et vous pesez le rayon de l'anneau, regardez ces pics respirer sur des mois et vous verrez une déformation tourner comme l'aiguille d'une horloge discrète. Parfois, l'atelier révèle une histoire d'origine en miniature. Un motif d'abondance pondéré vers le nickel et le fer, avec des volatiles appauvris et un calcium modeste, raconte un parent riche en noyaux, peut-être un mini-monde déjà différencié avant la disruption. Une autre semaine, un excès d'oxygène trahit des silicates hydratés, de l'eau passée, non présente, mais assez pour dire que le corps originel a vécu plus froid ou plus profond. Très rarement, des signatures riches en carbone laissent entrevoir des exotismes des corps assemblés dans des voisinages nébulaires inhabituels ou cuits sous des chimies singulières de géantes rouges. Rien de tout cela ne s'attarde, tout s'évacue vite à travers l'épiderme de la naine, si bien que la série temporelle devient l'Atlas, un menu qui passe de la croûte au manteau puis au noyau à mesure qu'une disruption déshabille un parent couche après couche, ou bien une salade mêlée de petits intrus arrivant par un convoyeur résonnant des confins. Le magnétisme donne la météo à l'intérieur. Quand le champ se renforce ou que notre angle de visée change, les rideaux d'accrétion s'éclairent et s'assombrissent au rythme de la rotation, imprimant un battement à la courbe de lumière, des harmoniques cyclotroniques meurtrissent l'optique ou l'infrarouge en marche régulière, une caresse de rayons X trahit des points chauds au pôle où la matière atterrit et s'étale. La poussière chargée près du plan médian sent une pichenette de Lorentz qui la soulève un peu, épaississant l'anneau d'un cheveu quand l'ionisation grimpe pendant les sursauts, avant que les collisions ne le réaffinent lors des accalmies. Même l'exosphère du Mondelet écoute, les raies de sodium et de potassium, si elles existent, croissent après des essaims de micrométéores et décroissent à mesure que la gravité récupère les atomes pulvérisés et une respiration que l'on peut minuter si le spectrographe est patient et les nuits claires. Dans l'architecture élargie, le compagnon lointain s'il existe joue le chef d'orchestre. Des tirages séculaires échangent inclinaison contre excentricité sur des cycles si longs qu'ils endorment, puis soudain un sommet propulse un train de blocs accumulés à travers le périastre et le laboratoire intérieur s'embrase, la poussière bondit, les rubans de gaz s'éclaircissent, le spectre de la naine fleurit de métaux frais. Entre ces moissons, le Thor croise tranquillement, lissant sa propre turbulence et nourrissant les mondes germes à un rythme mesuré. Là-haut, dans le froid et l'obscur au-delà de la route des étoiles, l'avenue barrée, la cité-île des soleils, la marée de la galaxie ajoute une poussée presque philosophique, petite, patiente, cumulative, du genre qui ne compte que si l'on tient les livres sur 1 million d'années. Si l'embryon survit, il apprend à gérer la chaleur. Avec une face diurne toujours proche de la naine, les gradients thermiques tentent de le fendre, la porosité interne amortit ses contraintes en fléchissant, des micro-séismes d'impact compactent les pores en pierre plus fortes. Des fils métalliques sédimentent vers l'intérieur, et si le corps a la chance de séjourner dans un champ faiblement variable tout en restant tiède, les domaines s'alignent et une magnétisation rémanente se fige faible, mais assez pour détourner un peu de poussière chargée et dessiner de pâles arcs auroraux lors des bourrasques magnétiques. Sa surface devient un palimpseste, billes de verre issues des éclaboussures, brèches soudées où des galets sont retombés chauds, pleines sans givre où le soulèvement électrostatique maintient les films perpétuellement en suspension, montant et redescendant comme un temps gris. Le dénouement dépend des arrivages. Si les réserves externes et les rythmes du chef d'orchestre continuent d'expédier des courriers, l'anneau demeure un atelier discipliné,
élevant une petite famille de corps de seconde génération qui partagent résonances et frôlements occasionnels. Si les livraisons faiblissent, l'excès d'infrarouge pâlit, les métaux se lavent du spectre, et le torse détend en effilochures qui s'éloignent ou tombent. L'astre compact poursuit sa cristallisation tranquille, couche après couche, jusqu'à ce que la majeure partie de son intérieur soit un réseau qui mérite enfin le nom que pourchassent nos métaphores. Le cœur de diamant tient l'heure parfaite, la cendre se souvient des coups qui l'ont forgé. De loin, le système se résout comme une énigme de lumière. Des halos de diffusion avant autour de la naine trahissent la farine la plus fine, tandis que des obscurcissements plus profonds et aplatis révèlent des nuages de galets. Une photométrie à cadence rapide transforme ces rides en cartes, un amas brillant entre en scène, le continuum se réchauffe d'un souffle, les raies de calcium et d'oxygène s'élargissent, puis l'amas passe derrière l'étoile et le spectre se détend. La tomographie Doppler esquisse l'anneau en deux traînées en miroir dont les pointes marquent le bord interne, lorsqu'une déformation dérive, une pointe enfle et l'autre s'amincit, un ciseau qui horloge la précession sans toucher un seul grain. La polarisation ajoute un autre axe, les vecteurs de champ électrique balancent avec la phase, se resserrant pour des galets compacts, se relâchant pour des agrégats duveteux, ainsi, la croissance des grains devient observable plutôt que simplement inférée. Les grains eux-mêmes sont de petits laboratoires. Leur forme règle comment ils absorbent et réémettent la chaleur, leur spin, bousculé par le recul photonique et les micro-impacts, détermine des gradients jour-nuit qui pilotent les dérives Yarkovsky et YORP même dans cette arène serrée et chaude. La charge photoélectrique transforme chaque sursaut en météo, les potentiels grimpent, la poussière micronique se soulève, de petits amas collent ou se repoussent selon le signe, et une vague d'ionisation de passage peut convertir un arc somnol en atelier affairé. Des faisceaux fractales se compactent en galets plus durs après quelques centaines de tapes douces, la composition compte aussi les échardes métalliques conduisent et perdent la charge vite, les grains gainés de carbone la retiennent, les silicates se tiennent entre les deux et cet ordre écrit de légères pentes de couleur dans la lumière diffusée. En amont, l'architecture maintient le convoyeur rempli. Une planète externe survivante, même une modeste géante de glace loin de la braise, peut échanger inclinaison contre excentricité en long cycle séculaire, déposant à chaque crête une poignée de corps verts des périastres rasant l'étoile. Les résonances de mouvements moyens agissent comme des barreaux, faisant descendre les graves à marche jusqu'à ce que les marées achèvent le travail et déroulent un nouveau train d'éclat. L'anneau obéit lui-même à un plan de la place locale fixé par la gravité de la naine et tout compagnon lointain, un léger désalignement suffit à faire hocher le tore, et ce hochement l'en devient un métronome dans les raies d'émission. À la surface de l'astre compact, la preuve s'écrit en chimie et en temps. Les naines à enveloppe d'hydrogène avalent les atomes lourds en quelques jours à quelques semaines, leurs cousines à enveloppe d'hélium les gardent un peu plus, mais pas beaucoup. Voir du fer, du magnésium, du calcium, de l'oxygène, du nickel parfois même de l'aluminium et du titane, c'est savoir que la roche pleut maintenant. Les poids relatifs se lisent comme une coupe, mélange pauvre en noyaux et riche en manteaux un mois, ratio saveur croûte un autre, très rarement, une signature carbonée qui murmure des lieux de naissance bizarres ou une alchimie de géante rouge. C'est un menu vivant, pas un fossile, et le regarder changer redessine le champ de débris sans une seule image. Rotation et magnétisme trament toute la scène. Des raies éclatées par l'effet Zeeman mesurent à quel point le champ serre le gaz, un bourdonnement cyclotronique dans l'optique ou l'infrarouge indique où atterrissent les rideaux d'accrétion, des modulations rotationnelles révèlent des taches et des entonnoirs qui dérivent à mesure que le champ se refile sur des mois à des années. Même un champ modeste compte pour la poussière, les forces de Lorentz font gonfler le plan médian d'un cheveu quand l'ionisation pique, puis les collisions le reposent l'anneau ne se fige donc jamais en rasoir. La précession d'une petite déformation contre le spin trahit l'obliquité, et avec elle la mémoire du moment angulaire que l'étoile a porté de sa face géante à sa vie compacte. Les mondelets qui grandissent juste au-delà des pires marées négocient chaleur, résistance et gravité à chaque heure. Les faces diurnes cuisent, les faces nocturnes rayonnent dur, la fatigue thermique pèle la roche en ruban, des micro-séismes fritent les pores, des éclaboussures d'impact vitrifient le sol d'un vernis mince qui se brise en billes sous la pluie de galets suivante. L'altération spatiale engendre du fer nanophase dans les pots de surface, atténuant la réflectance et décalant les couleurs, une exosphère de traces de sodium et de potassium peut se lever après une averse de météores et s'éteindre en quelques orbites, un souffle si ténu qu'on ne le mesure que durant les transits. Si des fils métalliques s'installent au centre tant que le corps est encore tiède, une magnétisation rémanente peut se figer faible, mais suffisante pour boucler au-dessus du limbe un fantôme d'aurore lorsque la météo magnétique s'énerve. L'arrière-plan plus large tient l'heure sur une autre échelle. Notre maison spirale, appelée-la la bande lactée, la capitale barrée, la cité stellaire, la chaussée spirale se soulève sur la scène comme une marée lente.
Ces champs de gravité, doux mais persistants, retouchent le réservoir lointain, de loin en loin, une étoile de passage ou un nuage moléculaire ajoute une pichenette. Ces poussées sont faibles comparées au cisaillement serré de l'anneau, mais, sur des dizaines de millions d'années, elles décident si la cargaison continue d'arriver ou si l'atelier tombe à court de stock. Le gaz interstellaire n'offre presque rien en comparaison, l'accrétion de Bondi Oil n'est qu'un murmure face à un seul rocher disloqué. L'instrumentation transforme la patience en récit. Des spectres moyens infrarouges pèsent la poussière chaude et séparent billes vitrifiées et éclats fracturés, de fins croissants ultraviolets saisissent la léchée d'une accrétion fraîche à la photosphère, une optique à haute résolution résout les doubles pics du ruban de gaz et les regarde respirer. Assemblez tout en série temporelle et vous obtenez non un diagramme statique mais un livre de bord, une floraison de calcium assortie à un train de creux 3 jours plus tard, un éclaircissement du bord interne quand un amas ombrageant s'éloigne, un allongement doux du battement de précession qui laisse deviner la traction d'un compagnon caché. Les modèles deviennent des hypothèses falsifiables à l'échelle humaine. L'approvisionnement fixe la fin. Si la machine externe continue d'expédier des courriers, le Thor reste une usine disciplinée, et une famille de mondes de seconde génération peut se caser en résonance, un duo en fer à cheval ici, un arc troyen là autour d'un soleil de taille planétaire. Si les livraisons s'essoufflent, l'excès d'infrarouge s'éteint, les métaux se lavent du spectre, et l'anneau se détend en mèches errantes qui dérivent ou tombent. L'astre compact poursuit sa lente cristallisation, couche après couche, jusqu'à ce que l'essentiel de son intérieur soit un réseau qui mérite le nom traqué par nos images. Le cœur de diamant garde un temps parfait, la cendre se souvient des coups qui l'ont faite. Par-dessus tout, la rivière galactique, le boulevard barré, la cité-île des soleils tient le cadre. En radio, c'est un maillage d'hydrogène froid, en infrarouge, une tresse de poussière tiède, en optique, un déversement d'eau d'innombrables étoiles, en haute énergie, la prélude d'anciennes explosions. Contre le poulant de cette cathédrale, cet atelier est intime et exact. La matière se brise, refroidit, se charge, colle, fond, se réordonne, les orbites échangent l'énergie et oublient leur inclinaison, les signatures apparaissent et s'effacent comme des notes sur une portée. Ici, la création est itérative, non explosive, une pratique, affinée par le frottement et la lumière, par les marées et le temps, jusqu'à ce que la pierre et le ciel tombent d'accord sur une forme et la gardent. Près de la braise, même la mécanique prend du relief. La précession relativiste générale, faible mais implacable à ses rayons, transforme chaque annelé légèrement excentrique en ellipse à rotation lente, le gaz si conforme et son triplet du calcium montre une asymétrie respirante au défilé des périastres. La pression de radiation est faible ici, la naine est pâle comparée à un soleil vivant, si bien que les grains ne sont pas soufflés dehors mais coachés vers l'intérieur par la traînée de Poynting-Robertson, un impôt sur le mouvement payé en impulsion photonique. Le front de sublimation est une frontière mobile, les silicates se retirent près de 1000 à 1500 Kelvin, l'alumine et la spinelle persistent plus près, dans l'intervalle le plus intime seul le gaz subsiste, strié de raies à double pic à des vitesses orbitales qui permettraient de ceinturer la Terre en quelques minutes. La température est une topographie en soi, et ces cartes, cousues de spectres moyens infrarouges, révèlent des crêtes où l'ombre refroidit et creuse la pression, et des vallées où des arcs tièdes dévalent en poussière. Le refroidissement au cœur de l'astre compact porte ses propres signatures. À mesure que la relique vieillit, les ions carbone et oxygène s'ordonnent en cristal, la chaleur latente de ce changement de phase suspend brièvement la longue extinction, un palier écrit dans la courbe de luminosité comme une note tenue. Des noyaux traces de néon nés jadis de la combustion de l'hélium sédimentent lentement et libèrent une énergie gravitationnelle, autre délai discret qu'entend l'astérosismologie dans le motif des modes de pulsation. Chaque frémissement est un ping sonar qui compte les couches, une peau d'hydrogène chez certains, un givre d'hélium chez d'autres, puis les piqueurs carbone-oxygène, ensemble, ils racontent comment la braise a atteint ce calme et à quelle vitesse elle s'éteindra vers une noirceur que l'univers lui-même n'a pas encore permis à une étoile d'atteindre. La croissance des grains dans le Thor est un concours de textures. Des surfaces de fractures fraîches rayonnent la chaleur avec efficacité et refroidissent vite, des billes vitrifiées issues d'une trempe de vapeur gardent la chaleur plus longtemps et dérivent autrement, des échardes métalliques conduisent et dissipent la charge rapidement, tandis que des grains gainés de carbone accrochent les électrons et collent d'une manière que les silicates n'ont pas. Sous un sursaut, la charge photoélectrique explose, la poussière micronique se soulève, et des charges semblables se repoussent, déplumant brièvement les agrégats avant que les collisions ne les recousent. Les couples YORP et minuscules coups cumulatifs de la réémission anisotrope modifient le spin des galets jusqu'à ce qu'ils se fissurent ou se calment en culbute lente, les morceaux brisés offrent de nouvelles facettes et de nouvelles lois d'adhérence. Ce qui, de loin, ressemble à un ruban lissé, à l'échelle du grain, une ville de météo,
d'économie et de lente ingénierie civique. Un Mondelez en gestation, accumulé sur la crête de pression du disque, sans battre plusieurs horloges à la fois. Son temps de l'heure à l'heure, c'est la pluie de galets et le vent électrostatique. Son temps du jour au jour, c'est la fatigue thermique et les microséismes qui compactent la porosité et accroissent la résistance interne. Ces années se mesurent au marais du Périastre qui plie son intérieur et trie ses minéraux par densité et des filaments de fer se faufilant vers le centre, des mousses silicatées se recuisant en roches plus robustes. Si le corps se réchauffe assez dans un champ ambiant doux, les domaines s'alignent et une magnétisation rémanente se fige. Plus tard, quand des bourrasques magnétiques traversent le système interne, de pâles rideaux de poussière chargée s'enroulent au-dessus du limbe comme une aurore fantôme. Une ou deux fois par cycle de précession, l'ombre de l'anneau fauche ses plaines, et les chutes de température inscrivent des fractures cassantes qu'un géologue lirait comme des anneaux dans l'anneau. Les chaînes d'approvisionnement venues des confins sont des épopées lentes à part entière. Une géante de glace lointaine, même exilée par la perte de masse durant la phase géante, peut échanger inclinaison contre excentricité en cycles séculaires qui mettent des siècles à culminer. Chaque crête pousse une poignée de roches sur des trajectoires rasant l'étoile. Des échelles de résonance les conduisent vers l'intérieur 3h02, 2h01, 5h02 jusqu'à ce que les marées fassent la soustraction finale et déroulent des trains d'éclats à l'intérieur de la limite de roche. La grande marée de la galaxie, la lente traction de notre chaussée spirale, la bande lactée, la capitale barrée, la cité stellaire ajoute un battement de fond qui ne compte que si l'on tient les livres en millions d'années, un léger biais qui, au fil des airs, réalimente ou affame l'atelier intérieur. L'observation traduit tout cela en écriture lisible. Des émissions à double pic signent le ruban de gaz et en pèsent le rayon, le scindement Zeeman mesure la poigne du champ magnétique, des harmoniques cyclotroniques meurtrissent l'optique où l'infrarouge en marche régulièrement espacée et chronomètre les rideaux d'accrétion qui tournent. Les courbes de phase de polarisation se durcissent et s'assouplissent à mesure que les grains se compactent, les courbes de phase thermique montent et descendent à mesure que des amas tournent dans notre champ. Quand des creux se répètent mais dérivent, des fragments perdent de la masse, quand les métaux flambent sans sursaut infrarouge, un corps a été vaporisé avant de pouvoir rejoindre les grains. La série temporelle fait foi, une floraison de calcium assortie à un train de creux quelques jours plus tard, un battement de précession qui s'allonge d'une manière qui trahit la traction d'un compagnon caché, un réchauffement du bord interne quand un amas ombrageant s'éloigne. Même l'échec dépose des preuves. Si une graine croît trop vite et dérive vers l'intérieur, les marées la défont en un chapelet de pièces dont les tailles vont du bloc à la farine, leur silhouette en courbe de lumière ressemble à des dents, et leurs espacements enregistrent l'endroit où le parent a commencé à se dézipper. Si, au contraire, la traînée la prive d'aliments, l'embryon devient un fossile arrondi, à peau de verre, assourdi par du fer nanophase tournant dans une allée dégagée comme une perle relique sur un fil presque vide. Dans tous les cas, l'atmosphère de la naine ne se souvient du dernier repas que quelques jours, dans une enveloppe d'hydrogène, ou semaines, dans une enveloppe d'hélium, un spectre propre est donc une pause, non une absolution. Dans ce laboratoire, seul le présent compte. Sur des horizons lointains, l'intrigue reste austère et précise. L'étoile compacte cristallise plus profondément, son cœur de diamant s'épaississant plan après plan. Si l'affrètement persiste, le Thor demeure une usine disciplinée, élevant une petite famille de mondes de seconde génération qui partagent des résonances, un duo en fer à cheval, un arc troyen, un berger qui taille un croissant lumineux. Si les livraisons cessent, l'excès infrarouge pâlit et l'anneau se condense en mèches effilochées, puisant simple mémoire. Pourtant, même alors, le grand livre survit dans la pierre, sphérule de verre d'éclaboussure, brèche soudée par des pluies brûlantes, fine cicatrice magnétique, rythme fossile des marées gardées dans des basaltes faillés. Et au-dessus, le fond de Seine garde son pouls patient. Appelez-la la Voie lactée, le boulevard barré, la grande artère spirale, la cité-île des soleils, en radio, ce sont des filaments froids, en infrarouge, des tresses tièdes, en optique, un déversement pâle, en haute énergie, les cendres d'anciennes explosions. Sur la rotation lente de cette cathédrale, cet atelier est intime et exact, la cendre organisée par la lumière et le frottement, le diamant au centre qui tient l'heure, de petits mondes qui apprennent l'art de rester entiers. Ici, la matière n'est pas sauvée par miracle mais par habitude d'innombrables négociations incrémentales avec la gravité, la chaleur et la charge jusqu'à ce que la structure persiste assez longtemps pour s'appeler planète, et qu'un ciel persiste assez longtemps pour s'appeler chez soi. Même la géométrie de la chaleur devient sculpteur. Les arcs de Périastre brillent un peu plus là où les grains s'attardent à leur minute la plus chaude, ainsi l'anneau porte une subtile rayure azimutale de température qui glisse avec la précession. Cette rayure n'est pas une décoration, c'est un gradient de pression, et les gradients de pression rassemblent la poussière. Là où le gradient fait un coude,
une onde de Rossby peut se lever et s'enrouler en un vortex, un doux tourbillon qui piège les galets comme un remous collecte des feuilles. Au cœur du tourbillon, les vitesses de collision baissent juste assez pour que l'adhérence l'emporte plus souvent que la rupture. Après 100 000 petites victoires silencieuses, la graine au centre du vortex a pris une masse mesurable. Le ruban de gaz nous tient l'horloge en double pique. Quand des collisions fulgurent la roche en vapeur, le ruban s'éclaire et ses deux cornes s'écartent ou se rapprochent au gré du rayon changeant du bord interne. De petites asymétries et une corne plus haute que l'autre trahissent une excentricité douce ou une déformation, et quand cette asymétrie hoche avec une période fixe, nous tenons une horloge de précession qui règle nos calendriers. Parfois le ruban hoquette, une flambée de calcium sans bosse infrarouge, signe d'impact si rapide que la poussière est passée directement au gaz et a glissé vers l'intérieur avant de pouvoir se refroidir en grains. Ces épisodes rapides nourrissent la naine comme une perfusion fine. Il existe une acoustique des gravats. La dispersion des vitesses, l'amplitude des trémulations autour de la moyenne fixe l'épaisseur du ring, plus chaude en mouvement, plus épaisse en section, plus froide, plus lame. Le gaz ajoute un coussin caché, même une trace, ionisée par une flambée, amortit l'énergie verticale et aplatit le tore. L'équilibre est une cible mouvante. Une bourrasque magnétique fait grimper l'ionisation, les forces de Lorentz soulèvent les nanograins, les collisions les redéposent, le cycle se répète avec la météo de l'étoile. De loin, on ne perçoit qu'une lente respiration dans la courbe de polarisation et un léger trac dans les largeurs de raie, mais ce sont les empreintes du bavardage interne de l'anneau. Les naines blanches portent leur histoire comme une peau mince. Les enveloppes d'hydrogène sont les plus communes, légères, transparentes, implacables, les atomes lourds y tombent en quelques jours. Les enveloppes d'hélium sont plus rares et plus indulgentes pour les détectives, les métaux y persistent davantage, et les faibles raies de l'hélium rendent l'arrière-plan plus calme. Dans tous les cas, la persistance du fer, du magnésium, du calcium et de l'oxygène nous dit que la pluie est actuelle, non antique. Parfois les rapports composés impliquent un parent épluché, riche en croûte une semaine, saveur de manteau la suivante, puis pauvre en noyaux plus tard, comme si un seul corps différencié était déroulé couche après couche par les marées et le temps. Les mondes germes apprennent à négocier avec les contraintes. Des marées thermiques cherchent à les écarter au périastre, la porosité et le fritage repoussent. Les impacts vitrifiants vernissent le sol de films sombres qui modifient l'inertie thermique de surface et décalent la manière dont l'aube et le crépuscule relâchent la chaleur. Une exosphère ténue peut se lever après des averses de micrométéores sodium et potassium chuchotant au limbe pendant un transit puis s'effondrer quand la gravité récupère les atomes. Si la graine se refroidit dans un champ doux et stable, des domaines magnétiques se figent en un motif rémanent. Plus tard, quand la météo magnétique s'énerve, la poussière chargée suit des lignes de champs courbes au-dessus de l'horizon, esquissant une aurore pâle et presque privée dans un ciel qui ne s'assombrit jamais tout à fait. Plus loin, le convoyeur d'approvisionnement tient ses promesses lentes. Dans les confins, des cycles séculaires échangent inclinaison contre excentricité, poussant à chaque crête quelques pierres vers des trajectoires rasant l'étoile. Les résonances les font descendre comme des marches, les marées font l'arithmétique finale et les tirent en train. La grande marée de la galaxie, la patience de la bande lactée, le silence de l'épine barrée, la main large de la cité stellaire n'ajoute qu'un chuchotis, mais sur 1 million d'années les chuchotis s'additionnent. Certaines époques voient l'atelier affairé et brillant, d'autres, il vit de reste et d'habitude. Dans tous les cas, le grand livre des métaux dans le spectre de la naine nous dit à quel chapitre nous en sommes. L'observation a appris à convertir la faiblesse en détail. Des courbes de lumière à haute cadence saisissent des trains de creux dus à des fragments en désintégration et voient leur période dériver à mesure que la masse s'évapore. Des spectres moyens infrarouges pèsent la poussière et distinguent éclats fracturés et perles trempées à la façon dont ils rayonnent. Les raies optiques se scindent en triples et émanent net quand le champ serre le gaz, nous laissant sentir le magnétisme sans toucher un seul grain. Au fil des mois, des coutures apparaissent là où les phénomènes s'alignent, une floraison de calcium 3 jours après un train de creux, une asymétrie de cornes qui hoche à la même période qu'un point chaud polaire et le modèle passe de l'esquisse au mécanisme. L'échec fait partie du cursus. Un mondelet qui croît trop vite et dérive vers l'intérieur est dézippé en un collier de morceaux dont les tailles et les espacements archivent l'instant où la résistance a cédé aux marées. Un autre qui se trouve à jeune devient une pierre de musée, arrondie par des impacts doux, vernie par du fer nanophase, bouclant sans fin dans une allée claire où il n'y a plus rien à manger. L'anneau se souvient des deux issues. Sa brillance baisse à mesure que l'approvisionnement s'épuise, sa courbe de polarisation s'aplatit à mesure que les grains se compactent puis ne sont plus remplacés, le spectre de la naine se lave vers la pureté quand les derniers métaux plongent sous la photosphère. La fin, pourtant, n'est qu'une déclaration locale.
L'étoile compacte continue de cristalliser, plan par plan, son cœur devenant plus diamant que fluide, de minuscules relâchements de chaleur latente et d'énergie de sédimentation ponctuent l'extinction comme des silences dans une longue partition. L'atelier peut sommeiller entre deux livraisons, mais les étagères externes n'oublient pas, et une résonance lointaine ou une douce rencontre stellaire peut relancer le convoyeur d'un simple coup d'épaule. Quand cela arrive, les signes reviennent dans le même ordre, train de creux, décalage des cornes, tiédeur infrarouge, pluie métallique. Le récit est fiable parce que la physique l'est. Au-dessus, le grand décor reste une boussole. Appelez-le rivière d'étoiles, avenue barrée, cité-île, autoroute spirale, la vue change avec la longueur d'onde mais la cadence demeure, hydrogène froid en dentelle radio, poussière tiède en tresse infrarouge, pâle lumière stellaire en optique, braise d'anciennes détonations en haute énergie. Sur la roulante de cette cathédrale, le laboratoire Braise et Anneau est petit et précis. La cendre apprend à se souder, le diamant garde le temps, et des mondes de seconde génération s'exercent à la durabilité. Rien ici n'est miraculeux, tout ici est patient. La matière négocie avec la gravité, la chaleur, la charge, jusqu'à découvrir des formes qui survivent et les garder. Et dans ces formes conservées, billes de verre, brèches soudées, fines cicatrices magnétiques, spectres stratifiés, et nos instruments lisent une histoire née dans la ruine et devenue, méthodiquement, structure. Un tel anneau tient aussi son propre recensement. Briser souvent une population de fragments et les tailles se détendent vers une loi de puissance où les petites pièces dominent la surface et les grosses accaparent la masse, les collisions alimentent alors une cascade régulière du bloc à la farine tandis que le gaz siphonné aux vitesses hyper élevées module toute l'économie. La pente n'est pas un commandement à l'agglomération, les trempes de vapeur et la météo magnétique la tirent hors du script mais la tendance donne au tort son aspect, optiquement mince en lumière stellaire, plus bruyant en infrarouge, un voile dont l'éclat dépend davantage du nombre de grains que du poids de l'inventaire. La profondeur optique verticale reste maigre parce que de doux coups cisaillent les inclinaisons, l'anneau apprend la minceur comme une habitude, puis l'impose à chaque orbite. Tout près de l'étoile compacte, la mécanique écrit à la plume fine. Les sphères de Hildegard naissant sont minuscules, ce n'est qu'à quelques rayons de distance qu'un galet peut être capturé sans que les marées ne le reprennent. Voilà pourquoi les bosses de pression et les vortex font les rois ici, ils ralentissent juste assez les galets pour que l'adhérence dépasse la casse et pour que la traînée maintienne un flux de fines fraîches dans la zone d'alimentation. La focalisation gravitationnelle est d'une fois la graine grossie, mais les marées ne sont jamais loin, testant la cohésion à chaque périastre. Un corps qui réussit finit arrondi non par l'eau ou l'air, mais par la statistique et d'innombrables coups obliques qui recuisent la porosité et effacent les arêtes comme une rivière polie des cailloux. Le transport de chaleur dans la naine demeure étrangement efficace. Les électrons conduisent si bien l'énergie que les gradients de température s'aplanissent vite, l'étoile se refroidit presque comme un seul bloc, non comme un oignon feuilleté. À mesure que la fraction cristalline du cœur grimpe, le spectre astérosismique se décale, les périodes des modes dérivent avec le profil de flottabilité changeant, petites aiguilles d'horloge pour un processus qui se cache autrement sous une courbe de lumière paisible. Des isotopes traces chuchotent d'autres récits, la décantation du néon libère un filet d'énergie gravitationnelle qui marque une pause dans l'extinction, un doux palier qu'un observateur patient peut mesurer. Très loin dans la théorie, quand presque toute la chaleur aura disparu, des murmures pycnonucléaires pourraient clignoter dans les couches les plus denses, mais ces rumeurs relèvent de calendriers qu'aucune galaxie n'a encore tenus. Le ruban de gaz qui borde l'intervalle interne est un diseur de vérité. Ces raies à double pic s'élargissent et se resserrent à mesure que le bord interne respire, de légères asymétries précessent sur des cadences qui révèlent l'inclinaison, un éclair transitoire sans pendant poussiéreux annonce une collision si brutale que la roche est allée droit au gaz. L'ionisation suit les sursauts de la naine compacte, quand elle grimpe, le ruban s'accroche même à des champs modestes et sa turbulence bourdonne un peu plus fort. Le scindement émane et le pied à coulisses de cette poigne, les harmoniques cyclotroniques le stéthoscope des endroits où les rideaux de matière atterrissent près des pôles et, ensemble, ils rattachent le chaos du présent à la géométrie stable qui le sous-tend. Les fragments qui dérivent vers l'intérieur écrivent des courbes de lumière qui ressemblent à des bulletins météo. Les premiers passages sont profonds et déchiquetés, des queues se détachent, les périodes dérivent, puis le profil s'amincit en filament et finit par s'évanouir à mesure que le convoi s'évapore en gaz ou est digéré par l'étoile. Empiler ces événements et une cartographie apparaît, un convoi issu d'une seule disruption défilant sur des trajectoires divergentes, un gauchissement qui fait glisser son ombre sur la naine, un corps berger ouvrant une lacune festonnée et paradant des croissants brillants qui tournent avec lui. Comme tout l'atelier tient dans un espace plus petit que certaines étoiles, l'horloge bat assez vite pour la patience humaine, des jours à des semaines pour voir des changements, des mois pour cartographier la précession,
une année pour saisir un cycle de saisons actives et calmes. Les mondelés qui passent du gravat à la pierre collectent des signatures qu'un spectrographe lointain peut encore lire. Les raies de sodium et de potassium peuvent monter pendant quelques orbites après une averse de micrométéorites puis s'estomper à mesure que les atomes se fixent et retombent. Les courbes de phase dans le moyen infrarouge se décalent lorsque la surface se matelasse de vernis vitreux qui modifie l'inertie thermique. La polarisation aux phases en croissant se durcit à mesure que les grains se compactent dans le régolithe supérieur. Même sans transit, ces chuchotements peuvent trahir la présence d'un corps, une tiédeur faible et périodique, une entaille synchronisée dans le ruban de gaz lors d'une occultation, un battement dans la polarisation que seul un objet en mouvement et résolu pourrait produire. L'approvisionnement venu des marges est une chorégraphie lente. La perte de masse durant l'ère de géante rouge a dilué la gravité centrale et déplacé les résonances. Certains survivants ont été échoués sur des trajectoires paresseuses et inclinées qui échangent aujourd'hui inclinaison contre excentricité par des cycles séculaires. Chaque crête est une moisson, une poignée de roches tombe vers l'intérieur sur des orbites d'aiguilles, certaines ricochent sur l'anneau, d'autres se dézippent à l'intérieur de la limite de roche, d'autres frôlent une graine et la nourrissent ou la brisent pour la renvoyer dans le bien commun. La grande artère spirale au-dessus la bande lactée, l'épine barrée, la citéïle ajoute une marée si douce que seuls les éons la remarquent, mais elle biaise le grand livre juste assez pour décider si l'atelier bourdonne régulièrement ou somnole entre deux envois. Même le silence fait des données. Quand l'excès infrarouge décroît et que les métaux se lavent du spectre de la naine, le laboratoire est entré en pause, aucun convoi frais, aucun frôlement récent, aucune comète messagère. Ce calme contraint les réservoirs aussi fermement qu'une flambée, taux de livraison, pompe d'excentricité, masse de tout chef d'orchestre lointain. Puis une nouvelle asymétrie apparaît dans le triplet du calcium, un train de creux bégaye sur la courbe de lumière, et le script reprend, la poussière se réchauffe, le gaz s'éclaire, les métaux fleurissent, et les modèles qui attendaient poliment leur falsification ont enfin leur tour. La philosophie sous-jacente à tout cela n'exige pas de mysticisme. La catastrophe fixe les conditions initiales, mais les rétroactions font la sculpture, la traînée refroidit le mouvement, les collisions échangent vitesse contre chaleur, le magnétisme organise le gaz, la gravité négocie une forme qui peut durer. Le cœur de diamant de l'astre compact tient l'heure, le torse corrige à chaque impact, les germes marchandent avec marée, température et charge jusqu'à trouver une façon d'endurer. Au-dessus, la chaussée galactique, notre rivière d'étoiles, boulevard barré, cité stellaire conserve sa lente rotation lumineuse, apportant la plus légère des tractions, qui ne compte que parce que le grand livre se tient si longtemps. Si nous garions un télescope patient au bord de cette scène et observions pendant une décennie, nous verrions un chapitre complet, une désintégration, une flambée de gaz, un battement de précession, un creux, la naissance ou l'échec d'une graine, la pluie métallique qui s'éclaircit puis revient. Cela suffirait à prouver la méthode. Si nous restions un siècle dans nos notes, nous verrions des familles de petits mondes négocier des résonances et des lacunes. Si nous pouvions rester 1 million d'années, nous verrions peut-être l'atelier soit vider ses bacs, soit bâtir une modeste, stable petite cité, un berger et ses croissants, un cousin troyen, une perle fossile sur une allée dégagée, tous en orbite autour d'un soleil de la taille d'une planète dont l'intérieur serait devenu plus cristal que fluide. Et lorsque, enfin, le fret cessera et que l'anneau s'amincira jusqu'au souvenir, la preuve restera tenace. Des rapports magnésium-fer et l'oxygène conservés dans d'anciens spectres parlent de manteaux et d'eau, des sphérules de verre dans le régolithe racontent des éclaboussures, la magnétisation rémanente des pierres germes se souvient des champs venus et repartis, des motifs de failles enregistrent les marées fossiles. Le diamant central continue de se refroidir sur un calendrier qui épuiserait des empires, la route des étoiles au-dessus l'autoroute spirale, la citéïle continue de défiler, rappelle que même un laboratoire tranquille comme celui-ci s'inscrit dans une dérive plus vaste. Cendre et gemme n'étaient que des étapes, non des contraires, et l'art entre les deux, l'art patient et itératif de la matière apprenant à garder une forme est la chose la plus durable de la scène. Les fragments qui dérivent vers l'intérieur écrivent des courbes de lumière qui ressemblent à des bulletins météo. Les premiers passages sont profonds et irréguliers, des queues se détachent, les périodes dérivent, puis le profil s'affine en brume avant de disparaître quand le convoi s'évapore en gaz ou est digéré par l'astre. Empiler ces événements et apparaît une cartographie, un convoi issu d'une seule rupture marchant sur des voies divergentes, une déformation qui fait glisser son ombre sur la naine, un corps berger ouvrant une lacune festonnée et faisant défiler des croissants brillants qui tournent avec lui. Parce que tout l'atelier tient dans un espace plus petit que certaines étoiles, l'horloge va assez vite pour la patience humaine, des jours à des semaines pour les changements, des mois pour cartographier la précession, une année pour saisir un cycle de saisons d'activité et d'accalmie. Les mondelés diplômés du gravat à la pierre collectionnent des signatures qu'un spectrographe lointain peut encore lire.
les raies de sodium et de potassium peuvent s'élever pendant quelques orbites après une tempête de micrométéores puis s'éteindre à mesure que les atomes se fixent et retombent. Les courbes de phase moyen infrarouge se déplacent quand la surface se tapisse de vernis vitreux qui change l'inertie thermique. La polarisation aux phases en croissant se durcit à mesure que les grains se compactent dans le régolithe supérieur. Même sans transit, ces murmures trahissent la présence d'un corps, une tiédeur faible et périodique, une encoche synchronisée dans le ruban de gaz lors d'une occultation, un battement de polarisation que seul un objet en mouvement et résolu pourrait provoquer. L'approvisionnement depuis les confins est une chorégraphie lente. La perte de masse durant l'ère géante rouge a dilué la gravité centrale et déplacé les résonances. Certains survivants se sont retrouvés sur des chemins paresseux et inclinés qui échangent maintenant inclinaison contre excentricité au fil de cycles séculaires. Chaque crête est une moisson, une poignée de roches plonge vers l'intérieur sur des orbites aiguilles, certaines rebondissant sur l'anneau, d'autres se dézippant à l'intérieur de la limite de roche, d'autres encore frôlant une graine et soit la nourrissant, soit la brisant pour la rendre au domaine commun. La grande voie spirale, la bande lactée, l'épine barrée, la cité stellaire ajoute une marée si douce que seuls les éons la remarquent, mais elle incline le grand livre juste assez pour décider si l'atelier bourdonne ou somnole entre deux envois. Même le silence renseigne. Quand l'excès infrarouge s'étiole et que les métaux se lavent du spectre de la naine, le labo a basculé en pause, aucun convoi neuf, aucun frôlement récent, aucune comète courrier. Ce calme contraint les réservoirs aussi strictement qu'une flambée, taux de livraison, pompe d'excentricité, masse de tout chef d'orchestre lointain. Puis surgit une nouvelle asymétrie dans le triplet du calcium, un train de creux hoquette sur la courbe de lumière, et le scénario reprend, la poussière se réchauffe, le gaz s'éclaire, les métaux fleurissent, et les modèles qui attendaient poliment d'être réfutés passent au banc d'essai. La philosophie sous-jacente n'a rien de mystique. La catastrophe fixe les conditions initiales, mais les boucles de rétroaction sculptent, la traînée refroidit le mouvement, les collisions troquent la vitesse contre la chaleur, le magnétisme organise le gaz, la gravité négocie une forme durable. Le cœur de diamant de l'astre compact tient l'heure, le torse auto-édite à chaque impact, les germes marchandent avec marée, température et charge jusqu'à trouver de quoi durer. Au-dessus, la chaussée galactique, notre rivière d'étoiles, boulevard barré, cité stellaire garde sa lente rotation lumineuse, imprimant la plus légère des tractions, qui ne compte que parce que nous tenons le grand livre sur des durées immenses. Si nous postions un télescope patient au bord de cette scène et regardions 10 ans, nous lirions un chapitre entier, une désintégration, une flambée gazeuse, un battement de précession, une accalmie, la naissance ou l'échec d'une graine, la pluie métallique qui s'efface puis revient. Cela suffirait à prouver la méthode. Si nous restions un siècle dans nos cahiers, nous verrions des familles de petits mondes négocier résonance et lacunes. Si nous pouvions rester 1 million d'années, nous verrions l'atelier soit vider ses bacs, soit bâtir une modeste, stable petite cité, un berger et ses croissants, un cousin troyen, une perle fossile sur une allée dégagée, le tout orbitant un soleil de taille planétaire dont l'intérieur est devenu plus cristal que fluide. Et lorsque le fret s'éteindra et que l'anneau s'amincira jusqu'au souvenir, des preuves subsisteront. Les rapports magnésium-fer et l'oxygène conservés dans de vieux spectres racontent manteaux et eau, des sphérules de verre dans le régolithe témoignent d'éclaboussures, la magnétisation rémanente des pierres germes se souvient des champs venus et repartis, des réseaux de failles enregistrent les marées fossiles. Le diamant au centre continue de refroidir selon un calendrier qui userait des empires, la route des étoiles au-dessus l'autoroute spirale, la cité-île coule toujours, rappelle que même un laboratoire si calme s'inscrit dans un flux plus vaste. Cendre et gemme n'ont jamais été des opposés, mais des étapes, et l'art entre les deux, l'art patient et itératif par lequel la matière apprend à garder une forme est la chose la plus durable de la scène.